28 septembre 2014, journée mondiale de lutte contre la rage. Dans cette édition, les mesures de prévention contre la maladie. La Côte d'Ivoire veut relancer le tourisme, cependant, que de sites culturels méconnus des populations. Comment les mettre en valeur? On en parle dans le dossier du dimanche. Enfin, des protestations à Hong Kong. Des manifestants pro-démocratie réclament de Pékin davantage de liberté politique. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI2. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la rage. L'événement veut attirer l'attention des populations sur la maladie. Il faut savoir qu'il y a encore actuellement chaque année environ 60 000 personnes qui meurent de la rage dans d'extrêmes souffrances, la majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour lutter contre la rage? Que faire dans l'immédiat en cas de morsure ou de griffure de chien? Des réponses avec Koné Pargasoro et Christelle Munda. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 60 000 personnes meurent de la rage chaque année. En Côte d'Ivoire, sur 10 cas de morsure déclarés, 8 cas de décès sont dus à la rage. Cette maladie se transmet de l'animal à l'homme. La rage est une maladie infectieuse qui est transmise à l'homme par la salive d'un animal infecté à travers la morsure, la griffure. Et c'est une maladie mortelle à 100%. La rage est une maladie négligée, elle touche les populations pauvres et vulnérables. Les enfants de moins de 15 ans sont les plus exposés. C'est une maladie incurable. En cas de morsure, il est impératif de se rendre dans un centre de santé. Le centre antirabique est un centre qui prend en charge les personnes mordues, griffées ou léchées par les animaux susceptibles de transmettre la rage. Et dès que cette personne se présente à nous, nous lui donnons d'abord les informations concernant le protocole de vaccination, concernant le coût du vaccin. À partir de ce moment, nous emmenons la personne exposée en salle de consultation. Nous passons à la vaccination, à la prise en charge de la plaie et à la fin, nous donnons des conseils à la personne exposée. Comme toute autre maladie, la rage est une maladie dangereuse, elle peut être évitée. La première prévention importante, c'est vacciner l'animal lui-même pour éviter bien sûr qu'il porte la rage et qu'il la transmette à des humains. La personne qui protège son animal, qu'elle sache qu'elle n'est pas en train de protéger son animal, elle est en train de se protéger elle-même. Je dis, il ne peut pas avoir de rage humaine s'il n'y a pas de rage animale. La mesure de prévention demeure donc la vaccination de l'animal. Et une toute autre préoccupation alarmante, le virus Ebola continue à faire des victimes en Afrique de l'Ouest. La fièvre hémorragique a tué 3091 personnes, soit quasiment la moitié des 6574 personnes infectées, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié le 27 septembre dernier. Une école maternelle pour le quartier Sidessi Terminus 40 dans la commune de Yopougon. Les travaux de construction de ce jardin d'enfants sont estimés à plus de 70 millions de francs CFA. La remise des clés de l'établissement s'est déroulée le 25 septembre dernier à la grande joie des parents et enfants. De classe, des toilettes, un bureau d'enseignants et un important lot de matériel didactique. Coût global, 78 millions de francs CFA, des infrastructures et des équipements offerts par le maire de la commune de Yopougon aux populations de Sidessi Terminus 40, un quartier de cette commune. Pour Gilbert Koné Kafana, premier magistrat de la commune de Yopougon, ce don répond au manque d'infrastructures scolaires dans cette partie de la commune. Un geste qui montre également l'importance de la scolarisation dans la politique de gestion de la commune. Les populations, quant à elles, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Depuis son accession à la tête de la mairie de Yopougon, Gilbert Koné Kafana mène de nombreuses actions dans le domaine de l'éducation. Pour cette rentrée scolaire, on peut citer l'octroi de 2000 prises en charge pour une valeur totale de 100 millions de francs CFA. C'est par une visite du bureau des enseignants et des salles de classe déjà équipées, prêtes à recevoir les enfants, que cette cérémonie a pris fin. Un reportage de Serge Gongouma et nous Sangaré.
Plus loin, au Congo-Brazzaville, les autorités magnifient une trentaine de figures historiques. Elles ont pour cela érigé une allée piétonne dans la capitale. Au-delà des honneurs et de la reconnaissance à l'endroit de Aimé Césaire et Martin Luther King, entre autres, ce geste majeur est un appel à la mémoire collective de ne pas les oublier. Voici la place du sacrifice suprême, en plein cœur de Brazzaville. C'est ici qu'a été aménagée l'allée de la mémoire. Dans cette rue piétonne, les visiteurs peuvent admirer une longue galerie de bustes dédiés à des personnages divers qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et du monde. Quand on vient ici, en fait, on vient revisiter l'histoire du monde, l'histoire du continent, l'histoire des luttes de libération, l'histoire de la fraternité humaine. Une histoire écrite par des hommes et des femmes au parcours exceptionnel, comme les poètes de la négritude, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, ou encore le Jamaïcain Bob Marley. Des artistes comme Bob Marley, qui a fortement contribué à façonner la conscience politique des jeunes Africains dans les années 80, qui a chanté l'unité du continent, comme vous le savez. Parmi les grands noms de la lutte anti-apartheid, il y a bien sûr Nelson Mandela, mais aussi d'autres figures emblématiques comme le résistant sud-africain Shaka Zulu, ou ce buste de la célèbre chanteuse sud-africaine Miriam Makeba. Une grande militante de la lutte anti-apartheid. Nous avons pensé également qu'elle méritait le souvenir de la postérité en ce lieu fortement symbolique, Miriam Makeba. Les Congolais ont plutôt apprécié cet appel à la mémoire collective. Certains souhaitent toutefois qu'une place plus importante soit accordée aux Africains qui ont marqué l'histoire du continent. Le bras de fer se termine à Air France. Le syndicat des pilotes majoritaires annonce aujourd'hui la fin d'une grève record de 14 jours. La compagnie aérienne annonce toutefois que le retour à la normale va s'effectuer progressivement à partir du 30 septembre prochain. En image des manifestations aujourd'hui à Hong Kong, la police a fait usage de gaz lacrymogène à l'encontre de milliers de manifestants pro-démocratie. Ses opposants dénonçaient ainsi la décision des autorités de limiter la portée du suffrage universel dans l'ancienne colonie britannique passée sous tutelle chinoise. Panique au Japon. Un volcan est entré hier en éruption dans le centre du pays. 4 morts sont à déplorer. Le mont Ontake a projeté dans l'air des cendres et des pierres sur plusieurs kilomètres. Dimanche, les corps sans vie d'au moins une trentaine de randonneurs ont été retrouvés près du volcan Ontake, entré en éruption samedi midi au centre du Japon. L'abondance de vapeur, de poussière et de pierres a contraint les secouristes à redescendre du volcan. Parmi les 300 personnes qui se trouvaient sur place au moment de l'éruption du volcan, des dizaines ont été blessées. Le volcan Ontake n'avait pas connu un tel épisode en 35 ans. La coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis a lancé hier de nouveaux raids aériens en Syrie contre l'État islamique. Des avions britanniques ont effectué leur première mission de combat. Cela fait une semaine que les djihadistes de l'État islamique entourent la ville syrienne de Kobani, non loin de la frontière turque. Au sol, les forces kurdes, les Peshmerga, aidées des rebelles de l'armée syrienne libre, tentent de les repousser. Samedi, la coalition emmenée par les États-Unis leur a apporté son aide par des frappes aériennes. Mais malgré cette offensive, les djihadistes ont attaqué la ville à la roquette, accélérant l'exode des habitants de la zone. En une semaine, plus de 150 000 Kurdes se sont ainsi réfugiés en Turquie. J'ai vu qu'ils s'apprêtaient à décapiter 5 hommes, de simples citoyens. J'ai vu la première décapitation. Ça m'a rendu malade, j'ai détourné le regard. Ils ont fait ça comme ça. Les frappes aériennes menées par les États-Unis, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont également permis la destruction de 4 raffineries artisanales dimanche. Au total, près de 20 raffineries ont été détruites depuis jeudi dernier. La coalition espère ainsi priver les djihadistes de l'une de leurs principales sources de revenus.
L'Amérique mène les pays du monde dans le combat pour affaiblir puis détruire le groupe terroriste appelé État islamique. Lundi, nos hommes et femmes en uniforme ont courageusement commencé les frappes aériennes contre l'État islamique en Syrie. Aux Nations Unies, à New York, j'ai travaillé pour renforcer cette coalition, pour interrompre le financement des terroristes et stopper le flot des combattants étrangers qui entrent et sortent de cette région. Les frappes aériennes auraient aussi entraîné la mort de 2 leaders djihadistes, membres du groupe Khorasan, affiliés au Front al-Nusra, et qui préparaient, selon les États-Unis, des attentats dans les pays occidentaux. Ces pays occidentaux, qui interviennent en Irak et en Syrie, ont été menacés samedi par ce même Front al-Nusra. Il dénonce une guerre contre l'islam et promet des représailles dans le monde entier. Atteindre 500 000 touristes en 2015, tel est l'objectif que se sont fixés les autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire dispose en effet de nombreux sites touristiques qui n'attendent qu'à être valorisés. Les cascades de Mans, le parc national de Taï et autres plages du sud-ouest. Cependant, ces attractions touristiques sont méconnues des Ivoiriens, faute de promotion adaptée. Alors, comment susciter l'intérêt des populations? Comment sauver le tourisme ivoirien? Le dossier du dimanche ce soir, c'est avec Mamadou Kouassi. En Côte d'Ivoire. Un littoral de 550 km de Tabou à Assini, avec des plages sablonneuses et rocheuses, les plus belles de la sous-région. 300 000 hectares de plans d'eau lagunaires, uniques en Afrique. 8 parcs nationaux et 5 réserves naturelles. Une basilique située au centre du pays, le plus grand édifice chrétien au monde. Des forêts, des singes et cellules sacrées. Les ponts de lianes, la ville historique de Grand Bassam, les villages artisanaux et les danses des terroirs. Bref, autant d'atouts touristiques dont dispose la Côte d'Ivoire. Mais ces valeurs restent inconnues des Ivoiriens. Quand j'étais encore au lycée, j'ai visité la ville de Bassam, le quartier France, précisément. À part ça, moi je ne connais pas grand-chose. On y pense, mais le temps et les moyens font défaut. Sinon, ça nous plairait bien de connaître les merveilles qui se trouvent dans le pays. Je pense que actuellement c'est un peu manque d'information. C'est par manque d'information qu'on n'a pas à visiter. Mais l'envie y est, fortement. Le tourisme d'abord il coûte cher. Et puis bon, mais d'abord nous n'avons pas cette culture du tourisme. Bon, me concernant personnellement, je pense que moi j'ai découvert Mans que j'ai voulu revisiter et j'ai eu les moyens d'y aller. Selon les commerçants des marchés artisanaux, les touristes se font de plus en plus rares. Seuls quelques fonctionnaires internationaux visitent encore les stands. On a été ici depuis longtemps. On a été à Assini, à Grand Bassam, à Yamoussoukro, Korogo. Mais bon, quand on est à Abidjan, pour le moment, c'est Assini où on fréquente souvent. Nos clients actuellement, c'est les voyageurs, c'est les frères qui sont en Europe là, qui viennent un peu. Sinon, c'est les touristes là, on ne voit même plus. Même si l'Ivoirien n'a pas la culture du tourisme, il faut reconnaître que ce secteur renaît de ses cendres après les années de crise. Pour promouvoir le secteur, le gouvernement a défini 3 axes principaux, à savoir l'amélioration du secteur touristique, l'amélioration de l'offre de services et la promotion du tourisme intérieur. Pour atteindre ces objectifs, l'État entame, avec le soutien de grands groupes hôteliers, la construction et la réhabilitation de complexes hôteliers, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous attendons construire également, au niveau gouvernemental, des relais paillotes que l'on va commercialiser avec l'enseigne Relais Paillotes, qui sont des établissements hôteliers qui respectent la nature, qui s'intègrent bien dans la coloration touristique de la ville ou de la région. Ces relais paillotes étant des réceptifs hôteliers qui auront entre 18 et 25 en bungalow, alimentés par énergie solaire. Et le nom relais paillote sera une marque déposée. On en fera un système de franchise avec des critères définis à respecter soigneusement. Le gouvernement ne veut pas s'arrêter là. Le coût du visa tourisme est passé de 72 000 francs CFA à 35 000 francs CFA. À cela s'ajoute l'amélioration de l'indice de sécurité, qui est passé également de 3,8 à 1,2. Tous ces efforts ont permis à la Côte d'Ivoire d'accueillir au titre de l'année 2013 environ 300 000 touristes. Des touristes venus essentiellement dans le cadre des affaires. Pour atteindre les 500 000 touristes à l'horizon 2015, le gouvernement met un accent particulier sur le tourisme événementiel
et des loisirs, ainsi que l'écotourisme à travers le circuit du cacao, qui consiste à suivre le processus de production du cacao, de la culture au conditionnement des fèves, matière première essentielle dans la fabrication du chocolat. Également, la visite de la forêt de Taï, forêt classée réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO avec ses chimpanzés intelligents. Pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire à l'étranger, les professionnels du tourisme ivoirien participent à des foires et salons et autres rencontres internationales de promotion touristique. Et c'est la fin de cette édition. Merci de toujours suivre RTI2.